Un millionnaire marchait dans la rue quand un petit garçon pauvre demanda « Où puis-je acheter de la nourriture pour ma petite sœur ?» L'attitude de l'homme a choqué tout le monde. Les pas de Pierre Morel résonnaient doucement sur le pavé humide de l'avenue Maréchal Juin, dans le 6e arrondissement de Lyon. C'était une fin d'après-midi grise, typique du printemps capricieux de la ville. Malgré sa fortune, Pierre ne circulait jamais avec chauffeur à cette heure-là. Il préférait marcher, surtout quand une décision importante pesait sur son esprit, comme celle qu'il devait prendre concernant la fusion de 2 fonds d'investissement qui, ensemble, représenteraient plusieurs centaines de millions d'euros. Ce jour-là, il avait quitté son bureau plus tôt que de coutume, laissant derrière lui les cloisons vitrées, les regards respectueux de ses collaborateurs et l'air conditionné saturé de silence professionnel. Il avançait sans but précis, dans un costume sobre parfaitement ajusté, les mains dans les poches de son manteau. Il passait devant les vitrines des boutiques élégantes, des cafés encore pleins de cadres en cravate et de jeunes professionnels sur leurs ordinateurs portables. À mesure qu'il s'éloignait des artères principales, le décor changeait subtilement. Les façades devenaient moins entretenues, les trottoirs plus irréguliers. Un graffiti ici, une porte taguée là. Rien d'alarmant, simplement un quartier en transition, comme il en existe tant à Lyon. Pierre, instinctivement, évitait de croiser les regards, conservant cette distance polie que les riches apprennent à maintenir sans même y penser. Ce n'était pas de l'arrogance, mais une habitude solidement ancrée, née de l'expérience. Son téléphone vibra dans sa poche intérieure, mais il ne le sortit pas. Son esprit était ailleurs, absorbé par le balai silencieux de ses pensées financières. Il songeait à la réaction probable de ses associés, au conseil d'administration, aux investisseurs étrangers. Il passa devant un petit square à l'abandon, puis tourna à gauche dans une ruelle étroite bordée d'immeubles anciens. Ce n'était pas sa route habituelle, mais ses pieds l'y avaient mené, presque malgré lui. C'est là que quelque chose changea. Un bruit léger, un froissement presque imperceptible attira son attention. Il ralentit le pas. Sur le trottoir opposé, adossé à un mur décrépit, un enfant était assis. Il devait avoir 7 ans, peut-être 8. Il portait un pantalon trop court, un pull élimé, et ses chaussures étaient usées jusqu'à la corde. Mais ce qui frappait, plus encore que la pauvreté de sa tenue, c'était la posture. L'enfant ne semblait pas attendre. Il ne tendait pas la main. Il regardait droit devant lui, immobile, les bras croisés, comme s'il faisait le guet. Pierre le dépassa, d'abord sans ralentir. Il n'était pas du genre à s'arrêter pour chaque détresse croisée en chemin. Il avait toujours donné à des associations, subventionné des écoles, créé une fondation discrète. Aidé, oui, mais à distance, proprement, avec des dossiers, des chiffres, des garanties de résultats. Pourtant, quelques mètres plus loin, il s'arrêta. Quelque chose dans le regard de l'enfant, dans cette immobilité tendue, dans ce décor urbain où l'innocence semblait déplacée, le força à se retourner. Il observa la scène sans comprendre tout à fait pourquoi il s'y attardait. Il pensa à rebrousser chemin, puis haussa les épaules et reprit sa marche. Ce n'était qu'un enfant, pensa-t-il, un parmi tant d'autres, et il avait des décisions autrement plus complexes à prendre ce soir-là. Mais il n'avait pas encore fait 10 pas que la voix de l'enfant, calme et posée, le rattrapa. « Monsieur ?» Pierre se figea. La voix n'était ni tremblante ni implorante. Elle n'était pas celle d'un mendiant. Il se retourna lentement, croisant enfin le regard de l'enfant. Ce dernier se leva, s'approcha de quelques pas, puis s'arrêta net, sans crainte mais sans insistance. « Monsieur, vous savez où je peux acheter de la nourriture pour ma petite sœur ?» La question, posée avec une étrange clarté, resta suspendue dans l'air comme une goutte d'eau prête à tomber. Pierre, pris de court, chercha ses mots. Il cligna des yeux. Ce n'était pas une demande de monnaie, pas une supplique. Juste une question simple, presque administrative, et elle allait résonner en lui bien plus fort qu'il ne pouvait l'imaginer. Pierre resta un instant figé, presque surpris par sa propre réaction. L'enfant se tenait devant lui, le regard droit, presque adulte dans sa détermination, mais avec une voix douce à peine audible. Il ne semblait pas avoir peur, ni même honte. Il ne suppliait pas, ne pleurnichait pas, ne tendait pas la main. Il posait simplement une question. Et c'était cette simplicité, ce ton dénué de toute attente, qui bouleversa Pierre plus qu'il ne voulait l'admettre. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette scène. L'enfant, sale mais digne, portait un manteau trop grand, aux manches retroussées.
et son visage sérieux contrastait avec son jeune âge. Il ne devait pas avoir plus de 7 ans. Et pourtant, il parlait comme un adulte contraint à devenir responsable trop tôt. Pierre chercha ses mots, déstabilisé. Il ne se rappelait pas la dernière fois qu'un enfant lui avait parlé ainsi, sans filtre, sans stratégie, sans manipulation. « Il y a un petit marché à 2 rues d'ici, dit-il enfin, pointant vaguement en direction du quartier de la Guillotière. Le garçon hocha légèrement la tête, comme si cette information lui suffisait. Il s'apprêtait déjà à repartir, mais Pierre, sans savoir pourquoi, ajouta « Tu y vas seul ?» Le garçon se tourna à moitié, haussa les épaules, puis répondit « J'ai l'habitude ». Et sans attendre davantage, il tourna les talons et s'éloigna à petits pas rapides, comme s'il avait autre chose à faire, comme si son temps était compté. Pierre le regarda disparaître dans la rue, une silhouette frêle entre les façades fatiguées. Il resta là, immobile, le regard perdu. Il aurait pu reprendre sa route. Il aurait dû. Il avait une conférence téléphonique importante à préparer, un dîner prévu avec un associé venu de Genève, des décisions à prendre qui influenceraient l'économie de plusieurs entreprises. Et pourtant, il ne bougea pas. Une sensation étrange montait en lui, un malaise qu'il ne reconnaissait pas immédiatement parce qu'il ne l'avait pas ressenti depuis très longtemps. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était plus diffus, plus insidieux. Une fissure dans sa carapace, un déséquilibre dans l'ordre méticuleux de son quotidien. Ce garçon, avec sa question simple et directe, avait laissé une marque. « Où puis-je acheter de la nourriture pour ma petite sœur ?» Ce n'était pas une demande d'aide. C'était une obligation qu'il portait, une mission. Il ne cherchait pas la charité. Il cherchait une solution. Pierre tenta de reprendre ses esprits, mais chaque pas qu'il faisait le ramenait à cette phrase. Il passa devant la vitrine d'une librairie, puis celle d'un fleuriste, sans voir ce qu'elle contenait. Il ne lisait plus les enseignes, n'entendait plus les bruits de la ville. Dans son esprit, le garçon était toujours là, planté sur le trottoir, les yeux levés vers lui. Arrivé au coin d'une rue, il s'arrêta à nouveau. Il se retourna instinctivement, espérant peut-être le revoir, mais l'enfant avait disparu. Il scruta les environs, interrogea les passants du regard, mais personne ne semblait l'avoir remarqué. C'était comme s'il n'avait jamais été là, comme s'il avait surgi d'un souvenir, d'un rêve, puis s'était évanoui aussitôt. Pierre fit demi-tour, sans réfléchir. Ses pas le ramenèrent vers le square abandonné, là où il avait vu l'enfant pour la première fois. Il observa longuement le trottoir, le mur contre lequel le garçon était adossé, cherchant un indice, un signe, quelque chose qu'il aurait pu laisser derrière lui. Rien. L'endroit était vide, comme balayé par le vent de l'oubli. Il marcha encore, remonta la rue jusqu'au petit marché qu'il avait indiqué. Il entra dans la supérette, scruta les rayons. Aucune trace de l'enfant. Il s'approcha du comptoir. « Vous avez vu passer un petit garçon, brun, très jeune, habillé un peu n'importe comment ?» La caissière le regarda, intriguée. « Ici, des enfants qui viennent seuls, on en voit tous les jours. Désolé, je ne pourrais pas vous dire. » Il sortit, le pas un peu plus rapide, le souffle court. Il accéléra sans s'en rendre compte, passa devant une boulangerie, une boucherie, un kebab, interrogeant du regard chaque visage, chaque silhouette. Rien. L'enfant s'était volatilisé. Un homme qui fumait devant un bar le remarqua. « Vous cherchez quelqu'un ?» Pierre hésita puis répondit « Un petit garçon, seul. Il m'a demandé où trouver de la nourriture pour sa sœur. » Le fumeur fronça les sourcils. « Ah, ça doit être Théo. Il traîne par ici. Il est pas méchant, juste débrouillard. Il s'occupe de sa frangine, je crois. Ils vivent pas loin. Vous savez où ? Un vieil immeuble désaffecté, juste derrière. Personne n'y vit officiellement, mais bon, dans ce quartier, vous savez... » Pierre le remercia et suivit les indications. Devant l'immeuble en question, un bâtiment grisâtre au crépi tombant, il s'arrêta. L'entrée était murée, mais un petit passage latéral permettait de contourner et d'atteindre une cour intérieure. Il hésita. Ce n'était pas son monde. Il n'était pas censé être là. Et pourtant, il poussa la grille rouillée. L'odeur d'humidité et de poussière l'envahit. Des marches branlantes menaient à un étage. Il entendit un bruit léger, comme un froissement, puis un toussotement discret. Il monta prudemment. Dans une pièce délabrée, il aperçut une forme recroquevillée sous une couverture fine. Une fillette à peine plus de 4 ans dormait. Assis à côté d'elle, le garçon le regardait sans surprise. Il ne sembla pas effrayé de revoir l'homme en costume. Il se leva lentement, posa un doigt sur ses lèvres,
comme pour lui demander de ne pas faire de bruit. Pierre sentit son cœur se serrer. La scène, aussi irréelle qu'un tableau, resta gravée dans son esprit. Le garçon s'approcha, toujours calme, et dit simplement « Je vous ai suivi pour voir si vous mentiez. Le marché était là, comme vous avez dit. Merci. » Pierre hocha lentement la tête, sans savoir quoi répondre. Le silence entre eux n'était ni pesant ni hostile. Il était chargé d'une étrange reconnaissance, mais aussi d'un abîme de questions qui allait peut-être bientôt éclore. Lorsque Pierre quitta l'immeuble délabré, ses pas n'avaient plus la même régularité tranquille qu'à l'aller. Chaque foulée était plus lourde, comme alourdie par quelque chose d'indéfinissable. Il n'avait pas prononcé un mot de plus après avoir remercié le garçon du regard. Il s'était contenté de reculer doucement, redescendre les marches branlantes et franchir à nouveau la grille rouillée sans un bruit. Dans sa tête, pourtant, résonnait encore la voix de l'enfant. « Je vous ai suivi pour voir si vous mentiez. » Cette phrase, aussi anodine qu'elle paraissait, contenait en elle un monde entier de méfiance, de stratégie et d'épuisement. Et ce n'était pas tant la phrase en elle-même qui le troublait, mais l'assurance avec laquelle elle avait été prononcée. Pierre rentra chez lui plus tard que d'habitude. Son appartement, situé dans une résidence de standing sur les hauteurs de Lyon, offrait une vue imprenable sur la ville. D'ordinaire, cette vue l'apaisait. Ce soir-là, elle lui parut lointaine, froide, presque indécente. Il déposa son manteau sur le dossier du fauteuil, desserra sa cravate et alla directement à la cuisine, où il se servit un verre d'eau. Il resta debout, sans boire, le regard fixé sur le plan de travail immaculé. Il aurait dû consulter ses mails, rappeler son assistant, vérifier les dernières mises à jour du dossier en cours. Mais il n'y parvenait pas. Le visage de l'enfant lui revenait sans cesse. Sa tenue élimée, ses yeux trop graves pour son âge, la couverture maigrelette sous laquelle dormait la petite fille. Et cette question. « Monsieur, où puis-je acheter de la nourriture pour ma petite sœur ?» Elle tournait en boucle dans son esprit, comme une mélodie obsédante. Il aurait pu passer à autre chose, il s'était contenté de lui indiquer un marché, c'était tout. Il n'avait rien promis, n'avait pris aucun engagement. Mais malgré tout, quelque chose s'était ouvert en lui, un vide, un vertige. Il alla jusqu'à sa chambre, s'assit sur le bord du lit et ferma les yeux. D'habitude, les pensées qui le tourmentaient étaient d'ordre financier, juridique, stratégique. Ce soir, c'était une question d'une simplicité brutale qui le hantait. Il se revoyait jeune, seul à l'orphelinat, tentant de comprendre pourquoi ses parents ne venaient plus le chercher. Ses souvenirs, qu'il croyait depuis longtemps enfouis sous des couches de réussite et de maîtrise de soi, refaisaient surface, brutaux, imprévisibles. Et il comprenait, peut-être pour la première fois depuis des années, que certaines blessures ne guérissaient jamais complètement. Elles attendaient simplement un écho pour s'éveiller à nouveau. Le lendemain, Pierre tenta de reprendre le cours de sa vie normale. Il assista à ses réunions, signa des documents, écouta les bilans et les projections avec attention. Mais quelque chose en lui restait ailleurs. Lorsqu'il prenait un café, il se demandait si Théo et sa sœur avaient de manger ce matin-là. Lorsqu'il passait devant une boulangerie, il imaginait le garçon tentant d'acheter du pain avec quelques pièces. Chaque détail du quotidien prenait une nouvelle signification, et cette obsession silencieuse commençait à s'infiltrer dans son comportement. Son assistante, une femme d'une quarantaine d'années efficace et discrète, nota son changement d'humeur. Elle lui demanda à 2 reprises s'il allait bien. Il répondit que oui, comme toujours, avec un sourire qui manquait de conviction. Elle n'insista pas, mais observa. 3 jours passèrent. 3 jours durant lesquels Pierre tenta, en vain, de mettre cette histoire de côté. Mais le sentiment d'inachevé le rongeait. Il avait vu, il savait. Et il n'avait rien fait, si ce n'est indiquer un chemin vers une supérette. Était-ce suffisant? Devait-il en faire plus? Et si oui, quoi? L'idée de retourner là-bas le hantait. Pas par peur, non, mais parce qu'il redoutait ce qu'il pourrait y découvrir. Une absence, une disparition, ou pire, l'indifférence de ceux qui savaient déjà. Le 4e jour, alors que la pluie tombait doucement sur les toits de la ville, Pierre s'arrêta en plein milieu d'une réunion. Il était en train d'écouter un analyste lui présenter une prévision de croissance lorsqu'il se leva, s'excusa poliment et quitta la pièce. Il attrapa son manteau, descendit au rez-de-chaussée, appela un taxi et donna l'adresse approximative de l'immeuble abandonné. Son chauffeur habituel n'était pas là, et c'était tant mieux. Il avait besoin de discrétion. Le trajet lui parut plus long que d'habitude,
bien que les rues fussent fluides. Il regardait par la fenêtre, sans vraiment voir, jusqu'à ce que le taxi s'arrête devant le bâtiment grisâtre. Il descendit, régla la course et s'engouffra dans le passage latéral. La grille grinça à nouveau, et l'humidité familière du lieu l'enveloppa. Il monta lentement, écoutant le moindre bruit. Mais cette fois, il n'y avait personne. La pièce était vide. La couverture était là, pliée dans un coin, mais aucune trace des enfants. Pierre sentit un pincement au cœur. Trop tard? Déjà parti? Il descendit et interrogea les alentours, demanda à un vieil homme qui réparait un vélo s'il avait vu le garçon. Ce dernier hocha la tête. Il ne reste jamais longtemps au même endroit. Trop de gens posent des questions. Le garçon est malin. Il protège la petite comme un père. Pierre sentit la frustration monter. Il aurait dû revenir plus tôt. Il avait laissé passer une occasion et maintenant, ils étaient de nouveau invisibles, comme tant d'autres dans cette ville. Il marcha au hasard dans le quartier, espérant un signe. Puis, au coin d'une rue, alors qu'il allait renoncer, il vit une silhouette familière. Théo, assis sur un banc, un sac en plastique à ses pieds. Il semblait fatigué, mais toujours aussi calme. Lorsqu'il aperçut Pierre, il ne sembla ni surpris ni effrayé. « Vous êtes revenu ?» Pierre hocha la tête, un peu essoufflé. « Je n'arrête pas de penser à ta question. » Le garçon le regarda, sans dire un mot. Puis, après un silence, « Elle avait faim. C'était pas pour moi. » Pierre s'assit à côté de lui, le cœur battant. « Et maintenant, vous êtes où ? On change souvent. Trop de gens nous regardent mal. On veut pas qu'on nous prenne la petite. » Pierre sentit une boule dans sa gorge. Il aurait voulu dire quelque chose, mais aucun mot ne semblait à la hauteur. Et c'est là, assis sur ce banc, face à un garçon de 7 ans plus mature que bien des adultes, qu'il comprit que sa vie venait de basculer. Le banc sur lequel Pierre et Théo étaient assis se trouvait à l'ombre d'un platane aux feuilles jaunies. L'humidité de la pluie récente imprégnait encore le bois, mais ni l'homme ni l'enfant ne semblaient s'en soucier. Le silence entre eux avait quelque chose de dense, presque tangible, comme si chaque seconde pesait d'un poids égal à celui d'une décision cruciale. Pierre avait l'impression d'être transporté dans un univers parallèle, où les notions d'urgence, d'ordre du jour ou de priorité financière perdaient tout leur sens. Face à lui, un garçon de 7 ans portait la responsabilité d'un adulte sans jamais se plaindre, sans même sembler conscient de la gravité de sa situation. Il n'y avait ni révolte ni victimisation dans son ton, simplement une constance, une force tranquille qui désarmait Pierre. Après quelques instants, Théo se leva, attrapa le sac plastique à ses pieds et fit signe à Pierre de le suivre sans un mot. Ce dernier, sans hésitation, se leva à son tour. Ils marchèrent côte à côte à travers le dédale des rues du quartier, longeant des murs couverts de graffitis, passant devant des boutiques fermées, des bars aux rideaux baissés et des immeubles à la façade noircie par le temps. Théo ne regardait ni à droite ni à gauche, avançant avec l'assurance de celui qui connaît les recoins de la ville mieux que sa propre poche. Pierre, de son côté, observait, enregistrait chaque détail, conscient qu'il pénétrait dans une réalité à laquelle il avait toujours tourné le dos, souvent sans même s'en rendre compte. Ils arrivèrent finalement devant un autre bâtiment à l'apparence abandonné, dont l'entrée principale était condamnée par des planches de bois clouées en croix. Théo contourna l'immeuble, s'arrêta devant une porte dérobée dissimulée derrière une haie mal taillée et la poussa sans effort. À l'intérieur, l'odeur de moisissure et de poussière était plus forte encore que dans le précédent lieu. L'escalier grinçait sous leurs pas et la lumière du jour peinait à filtrer à travers les vitres sales. Au 2e étage, Théo s'arrêta devant une porte entr'ouverte et entra. La pièce était petite, exiguë, meublée de briques et de brocs. Un matelas posé à même le sol, une vieille table bancale, 2 chaises dépareillées. La fillette dormait enroulée dans une couverture trop fine, sa respiration légère rompant le silence pesant. Pierre ne dit rien. Il observa en silence, laissant à ses émotions le temps de se frayer un chemin. Le contraste entre cette pièce misérable et le confort aseptisé de son propre appartement le frappa de plein fouet. Il repensa à tous les soirs où il avait dîné seul dans sa salle à manger trop grande, face à un écran plat, sans autre compagnie que celle d'un silence riche mais creux. Ici, la pauvreté semblait immense, mais elle était habitée, vivante, tragique, mais sincère. Théo s'agenouilla près de sa sœur, lui caressa les cheveux avec une douceur infinie, puis se tourna vers Pierre. Elle s'appelle Manon. Elle dort mieux quand il pleut dehors. Pierre hocha la tête.
Il n'avait rien à dire qui ne sonne déplacé. Il sentit une émotion brute lui monter à la gorge. Pour cacher son trouble, il sortit son portefeuille, en retira quelques billets et les tendit à Théo. Ce dernier secoua la tête. « Je vous l'ai dit, on ne veut pas d'aumône. Je veux juste travailler, porter des sacs, laver des vitres, je sais faire. Mais je veux pas que vous pensiez qu'on est là pour voler votre argent. » La détermination du garçon, sa fierté, l'intensité de son regard, tout en lui commandait le respect. Pierre rangea les billets sans insister. Il comprenait. Il n'était pas là pour faire la charité. Il était là parce qu'il avait été touché et qu'il ne pouvait plus ignorer ce qu'il savait désormais. En sortant de l'immeuble, Pierre prit une décision instinctive. Il devait en savoir plus. Il devait comprendre ce qui avait mené 2 enfants à vivre ainsi, seuls, dans l'ombre d'une ville pourtant prospère. Il prit son téléphone et appela un de ses assistants les plus discrets, un homme habitué aux recherches sensibles. « Je veux un dossier complet, dit-il d'une voix sèche. Un garçon nommé Théo, autour de 7 ans, et sa petite sœur Manon. Ils vivent dans des immeubles abandonnés du quartier de la Guillotière. Je veux tout savoir. La famille, les antécédents, ce qui a été tenté, ce qui a échoué. » L'assistant, qui connaissait la voix du devoir dans le ton de Pierre, ne posa aucune question. Il raccrocha en promettant de revenir vers lui au plus vite. Pierre rangea le téléphone, puis leva les yeux vers le ciel. Les nuages gris s'étaient dissipés, laissant place à une lumière pâle, presque fragile. Il prit une longue inspiration et reprit le chemin de son bureau, mais son esprit restait bloqué dans cette pièce sombre, auprès d'un matelas trop mince et d'une couverture insuffisante. Les jours suivants furent ponctués de va-et-vient entre ses obligations professionnelles et des visites de plus en plus fréquentes à l'immeuble de Théo. Il ne venait jamais les mains vides, mais toujours avec discrétion. Un sac de provisions, une boîte de médicaments, une lampe de poche, des piles. Il restait en retrait, écoutant Théo lui parler par bribes. Jamais trop long, jamais trop intime. Le garçon parlait de sa sœur, de ses habitudes, de ses peurs, rarement de lui, et jamais des parents. Pierre ne posait pas de questions. Il savait qu'elle viendrait en temps voulu. Pour l'instant, il se contentait d'être là. Et chaque jour, ce simple fait semblait suffire à rendre Théo un peu plus confiant. Un après-midi, alors qu'il apportait un sac contenant des plats préparés, Théo lui lança un regard inhabituellement franc. « Vous savez, monsieur, il y en a beaucoup qui promettent et qui disparaissent. Vous êtes toujours là, vous. » Pierre ne répondit pas immédiatement. Il s'assit sur la chaise bancale, posa le sac sur la table et regarda le garçon dans les yeux. « Je ne sais pas encore ce que je peux faire, mais je sais que je ne veux pas partir comme si je ne vous avais jamais rencontré. » Théo ne sourit pas, mais ses yeux brillèrent d'une lueur nouvelle. Il acquiesça doucement, puis alla réveiller Manon pour le repas. Et pendant que la fillette mangeait lentement, les jambes croisées sur le matelas, Pierre comprit que la recherche qu'il avait entreprise n'était pas seulement celle d'un dossier. C'était une quête plus intime, plus profonde, une tentative de réparer, à travers ses 2 enfants, quelque chose qu'il avait laissé briser en lui depuis longtemps. La fin d'après-midi avait laissé place à une soirée tiède, l'une de ces soirées de printemps où la ville semble suspendue dans un entre-deux entre agitation et silence. Pierre se tenait devant un petit supermarché du quartier, un sac plein de denrées dans la main droite. Il venait de passer presque 1 heure à choisir chaque article avec une attention qui lui était inhabituelle. Compote pour enfants, briques de lait, pâtes, du thon en boîte, quelques friandises et une tablette de chocolat. Rien de luxueux, mais tout soigneusement choisi, comme si chaque produit était une promesse silencieuse de confort et de chaleur. Il jeta un dernier regard à la liste improvisée qu'il avait griffonnée sur un coin de papier et se mit en route vers l'immeuble où Théo et Manon s'étaient installés quelques jours plus tôt. À son arrivée, il constata avec un léger soulagement que la porte dérobée n'avait pas été forcée et que l'escalier menant à l'étage n'avait pas changé. Les craquements du bois résonnaient comme un rituel désormais familier. Il frappa doucement à la porte entr'ouverte, mais aucun son ne lui répondit. Il entra avec précaution, posant le sac sur la table avant de jeter un regard circulaire. La pièce était vide, mais des signes de présence récente trahissaient une activité normale. Une couverture repliée, une tasse encore tiède sur la table, un cahier ouvert avec des dessins d'enfants au crayon. Il attendit, assis sur la chaise branlante, écoutant le silence ponctué par les bruits de la ville lointaine. Quelques minutes plus tard, Théo entra, une petite bouteille d'eau dans les mains. Lorsqu'il vit Pierre, il ne sembla pas surpris.
Il hocha simplement la tête en guise de salut, puis posa la bouteille sur le rebord de la fenêtre. Il jeta un coup d'œil rapide au sac de provisions. « Merci », dit-il sans chaleur mais sans hostilité non plus. Pierre se leva lentement. « Tu étais où ?»« À la fontaine pour remplir de l'eau. Manon a de la fièvre. » L'homme se figea. « Elle est malade ?» Théo haussa les épaules, comme pour minimiser l'inquiétude. « Elle a mal à la gorge, elle tremble un peu, mais je lui ai mis 2 couvertures. » Pierre se dirigea immédiatement vers le coin où dormait la petite fille. Elle était recroquevillée sous une couverture usée, ses joues rosées par la fièvre, respirant avec difficulté. Il s'accroupit, posa doucement une main sur son front. Elle était brûlante. Un sentiment d'urgence monta en lui, un mélange de panique maîtrisée et de responsabilité nouvelle. « Elle doit voir un médecin », dit-il. Théo secoua vigoureusement la tête. « Non, si on va à l'hôpital, ils vont poser des questions. Et après, ils vont nous séparer. Je veux pas. » Pierre se redressa lentement. Il comprenait la peur du garçon. Il la reconnaissait, même. La peur d'être arraché à ce qu'il reste de familier. Mais il ne pouvait pas rester sans rien faire. « Je connais quelqu'un, un médecin qui ne posera pas de questions. Il pourra venir ici, discrètement. » Théo ne répondit pas tout de suite. Il se tenait droit, le menton levé, dans cette posture de défiance qu'il prenait chaque fois qu'il sentait qu'on voulait décider pour lui. Puis, après un moment de silence, il hocha la tête. « Mais je reste avec elle, tout le temps. » Pierre acquiesça. Il sortit immédiatement, passa plusieurs appels depuis la rue. Moins d'1 heure plus tard, un homme en blouse, la cinquantaine rassurante, entrait dans la pièce. Il examina Manon avec douceur, écouta sa respiration, prit sa température et confirma ce que Pierre redoutait. Une forte angine, aggravée par le froid, la fatigue et une probable sous-alimentation. « Rien d'irréversible, dit-il, mais elle a besoin de repos, de chaleur, de nourriture et d'antibiotiques. » Il laissa une ordonnance que Pierre se hâta de faire exécuter à la pharmacie la plus proche. Lorsqu'il revint, Théo était assis près de sa sœur, la main posée sur le front de la fillette. Il prit les médicaments avec précaution, lut attentivement les instructions, puis donna la première dose avec une précision presque professionnelle. Pierre le regardait, fasciné par tant de maîtrise chez un enfant. Il aurait voulu lui demander d'où lui venait cette capacité à tout gérer, mais il savait que la réponse ne viendrait pas encore. Pas aujourd'hui. Lorsqu'il tenta d'aborder à nouveau le sujet des parents, Théo détourna le regard. « On est seul maintenant. C'est tout. » Il n'y avait ni amertume ni tristesse dans sa voix, seulement une acceptation résignée. Pierre se demanda ce qu'il pouvait bien cacher derrière cette réponse évasive. Il sentit qu'il y avait une histoire plus profonde, un nœud encore inexpliqué. Il n'insista pas. Plus tard, alors qu'il s'apprêtait à partir, Théo l'accompagna jusqu'à la porte. « Vous allez revenir ?» demanda-t-il sans affect. Pierre croisa son regard et répondit simplement « Oui ». Il redescendit les marches, le cœur plus lourd mais aussi plus déterminé. Dans la rue, l'air s'était rafraîchi et les lumières de la ville commençaient à poindre. Il marcha sans but précis, réfléchissant à ce qu'il venait de vivre. Il savait qu'il était désormais engagé, qu'il ne pouvait plus faire machine arrière. Ses enfants avaient franchi la barrière de son indifférence. Ils étaient devenus une priorité, pas par devoir moral, mais par nécessité intérieure. En rentrant chez lui, il trouva un message de son assistant. Le dossier était prêt. Pierre répondit qu'il passerait le récupérer le lendemain. Ce soir, il avait besoin de silence, de temps pour assimiler ce qu'il venait de découvrir. Il s'assit dans son salon, le regard perdu sur les toits sombres de Lyon, et sentit que les contours de sa vie, autrefois si nets, commençaient à se flouter. Une vérité partielle avait émergé, mais il savait qu'elle n'était que le début. Derrière le mutisme de Théo, il y avait un passé, un éclat de douleur encore caché. Et Pierre était prêt à l'affronter, pas pour soulager sa conscience, mais pour tenir la promesse silencieuse qu'il avait faite à ses 2 enfants, celle de ne plus jamais les laisser seuls. Le lendemain, dès le lever du jour, Pierre se leva avec l'esprit encore hanté par le regard de Théo, par la fragilité fiévreuse de Manon, par cette pièce glaciale où 2 enfants vivaient dans un abandon à peine dissimulé. Il n'avait dormi que par fragments, se tournant et se retournant dans ses draps luxueux, sans parvenir à chasser l'impression persistante que quelque chose de fondamental lui échappait. Il passa sa chemise en silence, sans musique ni nouvelle matinale, et prit un petit déjeuner qu'il laissa à moitié entamé. Le café avait perdu son goût,
et même la vue sur la ville depuis les baies vitrées semblait lointaine, insipide, étrangère. À 8 heures précises, il se présenta dans son bureau situé au dernier étage d'un immeuble moderne du quartier de la Part-Dieu. Son assistant, comme promis, l'attendait avec une pochette discrète en cuir noir. Il n'y avait pas de nom visible, aucune mention officielle, juste une reliure contenant les premières bribes de réponse. Pierre referma la porte de son bureau à clé, tira les rideaux et s'assit à son bureau avec un sérieux que même ses plus grandes négociations ne lui avaient pas inspiré. Il ouvrit le dossier, parcourut d'abord les premières pages. Photos floues d'un livret de famille partiellement détruit, coupures de journaux locaux mentionnant un accident domestique dans un petit appartement de la banlieue est de Lyon, et une déclaration de disparition faite par des voisins 8 mois plus tôt. Il y lut les noms. Théo Lemoine, 7 ans. Manon Lemoine, 4 ans. Mère, Élise Lemoine, décédée. Père, Romain Lemoine, disparu. Le rapport indiquait que la mère avait succombé à une infection pulmonaire non soignée, probablement aggravée par des conditions de vie précaires. L'intervention avait été trop tardive. Les services sociaux étaient arrivés le lendemain du décès, signalés par des voisins alertés par des cris. Le père, décrit comme instable, sans emploi fixe, ancien ouvrier du bâtiment, avait quitté le domicile peu après la mort de sa femme. Il n'avait pas donné signe de vie depuis. Un avis de recherche avait été lancé, mais jamais suivi d'effet. Les enfants, eux, avaient été retrouvés absents lorsque les autorités étaient venues les chercher, disparus, comme évaporés. Pierre reposa lentement le dossier, le souffle court. Théo les avait protégés, dès le premier instant. Il avait compris, probablement dès la mort de sa mère, que les séparer de Manon serait pire que la misère. Il les avait emmenés, cachés, déplacés, nourris, avec une obstination que peu d'adultes auraient su égaler. Il s'agissait là non seulement de survie, mais d'une volonté farouche de ne pas céder, de ne pas abandonner. Malgré toutes les informations obtenues, un élément crucial restait absent, le lieu exact où ils avaient vécu avant. Il n'y avait aucun témoignage précis sur le voisinage, aucun détail sur d'éventuels soutiens familiaux. La famille semblait avoir été effacée, comme si elle n'avait jamais existé au-delà de quelques fichiers administratifs. Cette absence de traces humaines choquait Pierre plus que tout. Pas un oncle, pas une tante, pas un voisin qui ait tenté de les retrouver. C'était là la véritable misère, celle du silence. Plus tard dans la journée, Pierre retourna discrètement dans l'immeuble de Théo et Manon, son sac plein à nouveau. Il trouva Théo sur le pas de la porte, l'air méfiant, mais moins fermé qu'à l'accoutumée. Pierre lui tendit le sac sans un mot, et le garçon l'accepta en silence. Manon dormait toujours, épuisée par la fièvre. Cette fois, Pierre tenta d'aller plus loin. « Théo, je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit, mais je veux comprendre. Où sont les adultes? Pourquoi personne ne vous cherche ?» Le regard du garçon s'assombrit. Il fixa Pierre quelques secondes sans parler, puis répondit, la voix lente. « Les adultes, ils font que promettre. Après, ils oublient. Ou alors, ils veulent nous prendre séparés. Moi, je veux pas. Elle comprend pas tout, mais elle sait que je suis là. C'est tout ce qui compte. » Pierre sentit une émotion violente l'envahir. Il était face à une muraille invisible, construite non par méfiance, mais par accumulation de trahison. Théo n'était pas difficile, il était blindé. Chaque geste de l'extérieur pouvait être une menace, même une main tendue. Surtout une main tendue. En redescendant les escaliers plus tard, Pierre croisa un homme en train de fumer sur un balcon voisin. Celui-ci l'interpella, intrigué par sa tenue soignée dans un quartier où les costards étaient rares. « Vous êtes avec le petit ?» Pierre s'arrêta, hésita, puis répondit par un simple « oui ». « Faites attention, dit l'homme. Ce gosse, il est solide, mais il a eu la vie dure. Pas vous de juger, hein? Mais je dis juste, cette famille, c'est un sacré paquet d'histoires. Sa mère, elle était malade. Le père, violent parfois. Moi, j'ai entendu des cris. Et quand elle est morte, plus personne. Le petit, il s'est barré comme un fantôme. Il voulait pas qu'on les mette à l'assistance. Je peux comprendre, mais bon, c'est pas à nous de régler ça. Pierre hocha la tête, remercia le voisin et poursuivit sa route. Il comprenait désormais que l'aide n'était pas simplement une question de moyens. Elle était un combat contre des couches entières de douleur, de peur et de solitude. Aider Théo n'était pas juste un acte de générosité, c'était un engagement à franchir toutes les barrières que le garçon avait érigées pour survivre. Dans les jours suivants, Pierre continua ses visites, parfois courtes, parfois silencieuses. Il parlait peu,
écoutait beaucoup. Il s'asseyait, observait Manon dessiner sur les pages d'un vieux cahier, écoutait Théo parler de la pluie, du vent, des bruits de la rue, jamais de l'avenir. Un jour, Théo demanda à Pierre « Pourquoi vous revenez tout le temps ?» Pierre le regarda, surpris par la question. Il pensa un instant, puis répondit « Parce que je n'ai jamais oublié ce que c'est que d'être seul. » Le garçon le fixa sans rien dire. Puis il tourna les yeux vers sa sœur et murmura « Moi non plus, mais je veux pas qu'elle connaisse ça. » Et dans ce simple échange, Pierre comprit qu'il n'y avait plus de retour possible. Ce n'était plus une histoire d'aide ponctuelle. C'était un lien ténu, mais réel. Une brèche ouverte dans le mur de silence. Et cette brèche, il allait devoir l'élargir. Lentement, sans forcer, mais sans jamais abandonner. Les jours qui suivirent cette dernière conversation entre Pierre et Théo furent marqués par une régularité nouvelle, presque rituelle. Chaque matin, Pierre débutait sa journée par une réunion stratégique, une conférence avec des actionnaires ou une revue des marchés financiers. Puis, à mesure que l'horloge avançait, une tension discrète mais constante s'installait en lui. Il ne pensait plus qu'à l'instant où il pourrait se libérer, à la fin de son agenda officiel, pour traverser la ville et se retrouver sans annonce ni cérémonie dans cette pièce délabrée aux murs écaillés où 2 enfants vivaient cachés du monde. Ce lieu, autrefois marginal, devenait à présent un point d'ancrage. Pierre comprit assez vite que sa présence régulière ne suffisait plus. Il se contentait jusqu'alors d'apporter de la nourriture, quelques vêtements, des médicaments, des objets de première nécessité. Il veillait à ne jamais imposer quoi que ce soit, mais il commençait à percevoir l'essoufflement de cette approche prudente. Manon avait toujours des accès de fièvre la nuit, malgré les traitements. Théo, malgré sa résistance farouche, commençait à montrer des signes de fatigue physique. Il n'était qu'un enfant. Et un enfant ne pouvait pas continuer à porter un poids aussi écrasant sans finir par s'effondrer. C'est ce constat qui le poussa à prendre une décision qu'il n'aurait pas envisagée 2 semaines plus tôt. Il convoqua son assistant personnel, un homme en qui il avait une confiance absolue, et lui exposa clairement la situation. Il lui demanda de lancer discrètement une enquête de faisabilité, trouver un lieu sécurisé, discret, où 2 enfants pourraient être hébergés sans être immédiatement repérés par les autorités, un endroit stable, mais surtout sans intervention institutionnelle directe. L'idée n'était pas d'arracher Théo et Manon à leur monde, mais de leur offrir un sanctuaire transitoire, à mi-chemin entre la rue et une vie ordinaire. L'assistant, d'abord interloqué, acquiesça sans discuter. Il connaissait Pierre depuis des années, l'avait vu négocier des accords de plusieurs centaines de millions d'euros avec un sang-froid impénétrable. Mais jamais il ne l'avait vu parler avec une telle implication émotionnelle. Il comprit immédiatement qu'il s'agissait de quelque chose de profond, de vital. Il se mit au travail sans délai. Pendant ce temps, Pierre poursuivait ses visites. Chaque fois qu'il franchissait la porte de l'immeuble, il sentait la tension de Théo se relâcher un peu plus. Le garçon ne posait plus de questions sur les intentions de Pierre. Il n'avait pas encore accordé sa confiance, mais il observait, analysait, testait. Pierre respectait ce processus. Il ne cherchait pas à le hâter. Il écoutait les anecdotes de Théo, les récits enfantins, parfois absurdes, parfois poignants, dans lesquels se mêlait une sagesse précoce et une peur constante d'être trahi à nouveau. Un soir, après avoir aidé Théo à ranger quelques affaires et installer une nouvelle lampe à batterie qu'il avait apportée, Pierre prit la parole avec précaution. « J'ai pensé à quelque chose. Pas pour vous changer d'endroit, pas pour vous imposer quoi que ce soit. Juste pour vous donner un peu plus de sécurité, un lieu propre, chauffé, un vrai lit pour Manon. Pas un foyer, pas un centre, un endroit rien qu'à vous, où vous pourriez rester ensemble. » Théo, assis en tailleur sur le matelas, le regarda longuement sans répondre. Il resta silencieux plusieurs minutes, comme s'il tentait de décrypter l'offre, d'y détecter une faille. Enfin, il murmura. « Si on va là-bas, vous nous promettez qu'on sera que nous deux, qu'elle ne sera pas emmenée ailleurs ?» Pierre acquiesça aussitôt. « Je te le promets, rien ne se fera sans ton accord. Ce n'est pas pour vous contrôler, c'est pour vous protéger. » Théo baissa les yeux, visiblement pris dans un tumulte intérieur. Pierre respecta ce silence. Il savait que toute décision prise à la hâte serait vouée à l'échec. Il se leva doucement, posa une couverture supplémentaire sur le lit de fortune de Manon et dit simplement « Réfléchis, je reviendrai demain, on parlera si tu veux. » Le lendemain, dès les premières lueurs du jour,
l'assistant de Pierre le rappela avec des nouvelles. Un appartement discret, situé à la périphérie de la ville, avait été identifié. L'adresse n'était liée à aucun nom officiel, et le contrat de location était établi au nom d'une société écran appartenant à une filiale de Pierre. Le lieu avait été meublé modestement, mais avec soin. 2 lits, une petite cuisine équipée, une salle de bain propre, un chauffage fonctionnel. Tout était prêt. Il ne manquait que l'accord de Théo. Pierre retourna voir les enfants plus tôt que prévu. Cette fois, Théo l'attendait déjà sur le pas de la porte, les bras croisés, l'expression sérieuse. Il ne parla pas tout de suite. Il laissa Pierre entrer, regarda Manon qui dormait encore, puis se tourna vers lui. « J'ai réfléchi. » Pierre hocha la tête, attendant. « Si je dis oui, c'est pas pour moi, c'est pour elle. Elle a besoin de mieux que ça. Et si vous me mentez, si jamais elle est emmenée quelque part, je le saurai. Et je reviendrai ici. » Il avait dit cela avec une intensité farouche. Pierre sentit un mélange de douleur et de fierté le traverser. Il se pencha légèrement et dit « Ce ne sera pas nécessaire, je te donne ma parole. Vous resterez ensemble. Toujours. » Théo acquiesça. Et ce fut tout. Aucun remerciement, aucune étreinte. Mais dans ce silence, dans cette simple acceptation, il y avait quelque chose de plus puissant que n'importe quel discours. 2 jours plus tard, Pierre organisa discrètement le transfert. Il vint les chercher en début de soirée, dans une voiture banalisée. Théo portait un sac à dos râpé, contenant quelques vêtements et dessins de Manon. La fillette, encore un peu fiévreuse mais souriante, tenait une peluche que Pierre lui avait offerte quelques jours plus tôt. Il ne regardera pas en arrière en quittant l'immeuble. L'arrivée dans l'appartement fut silencieuse. Théo inspecta chaque pièce avec minutie, ouvrit les tiroirs, vérifia les fenêtres. Puis, sans un mot, il aida sa sœur à s'installer dans le lit. Pierre resta en retrait, assis sur un coin de la chaise, attendant un signal. Il n'en reçut aucun. Mais à la fin, alors que Manon dormait déjà, Théo se tourna vers lui et dit « Vous avez tenu votre promesse, pour l'instant. » Et dans ce « pour l'instant », Pierre entendit une ouverture, une première brèche dans la forteresse. Il savait que le chemin serait encore long, que rien n'était acquis. Mais pour la première fois, les fondations d'une confiance possible étaient posées. Et il était prêt à construire, pierre après pierre, la nouvelle vie de ses 2 enfants. Les jours qui suivirent le déménagement de Théo et Manon dans le nouvel appartement furent marqués par un calme presque irréel. L'espace était propre, silencieux et surtout stable. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, les enfants n'avaient plus besoin de se cacher, de changer de lieu, de dormir à moitié vêtus par peur du froid ou d'une intrusion nocturne. Manon s'adapta rapidement. Son corps encore fragile se remit lentement grâce à la chaleur, aux repas réguliers, aux médicaments pris à heure fixe. Elle passait de longues heures à dessiner, à aligner soigneusement des crayons de couleur sur la table ou à chanter des comptines qu'elle semblait inventer sur le moment. Pierre l'observait de loin, souvent debout près de la porte, avec une attention qu'il n'avait jamais portée à aucun enfant auparavant. Il ne se lassait pas de ce contraste, la légèreté retrouvée de Manon et la vigilance constante de Théo. Le garçon, malgré la sécurité apparente, conservait une posture défensive. Il ne dormait que d'un œil, vérifiait 2 fois les verrous avant de se coucher et inspectait les alentours chaque matin depuis la fenêtre du salon. Pierre ne le forçait à rien. Il venait chaque jour, restait parfois 1 heure, parfois 2, apportait des courses, des livres, des jeux éducatifs. Parfois, il préparait le repas avec eux. D'autres fois, il ne faisait qu'écouter. Une routine douce s'installa, fragile, mais réelle. Et c'est dans ce climat, presque accidentellement, que la vérité commença à émerger. Un après-midi, alors qu'un rayon de soleil entrait timidement par la fenêtre, Pierre trouva Théo seul dans le salon. Manon dormait. Le garçon était assis sur le canapé, un cahier de dessin sur les genoux. Il tourna une page lentement, puis, sans lever les yeux, lança « Vous savez, c'est pas la première fois que quelqu'un promet de nous aider. » Pierre s'assit doucement en face de lui, attendit. Il y avait un monsieur, un ami de mon père. Il venait souvent quand maman était encore là. Il disait qu'il allait nous sortir de là, qu'il connaissait des gens, des solutions. Mais après, il est parti. Et puis maman est tombée malade. Et mon père, il s'interrompit, chercha ses mots, puis reprit. Mon père n'a pas supporté. Il a commencé à crier tout le temps, à taper les murs. Puis un jour, il est parti en disant qu'il allait chercher du travail. Il n'est jamais revenu. J'ai attendu 2 jours. Après, j'ai compris.
Il ne pleurait pas. Il parlait d'une voix plate sans inflexion. Mais dans ses gestes, dans la manière dont il triturait les coins de son cahier, Pierre percevait toute la tension accumulée. Il ne savait pas quoi dire. Aucun mot ne semblait approprié, utile ou juste. Alors il resta là, immobile, simplement présent. Théo reprit. « Quand maman est morte, j'ai tout nettoyé. J'ai mis ses affaires dans des sacs. J'ai pris Manon et je suis parti. J'avais peur qu'il vienne la chercher. Moi, je pouvais me débrouiller, mais elle aurait été placée, je le sais, séparée de moi. » Pierre sentit une bouffée d'admiration silencieuse pour ce petit garçon qui avait agi avec une lucidité surhumaine dans un moment de chaos total. Il pensa à lui-même, au petit garçon qu'il avait été autrefois, abandonné dans un foyer à l'âge de 9 ans, après la mort accidentelle de ses parents. Il se souvenait de la nuit passée sur un matelas fin, entouré d'enfants silencieux, et de l'arrivée de cette femme aux cheveux gris qu'il avait adoptée quelques semaines plus tard, une institutrice à la retraite qui avait vu en lui un potentiel. Ce souvenir, qu'il croyait lointain, refit surface avec une clarté douloureuse. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se retourna vers Théo. « Tu sais, moi aussi, j'ai perdu mes parents jeunes. J'ai été placé. C'était pas facile. Mais quelqu'un m'a tendu la main. Quelqu'un qui ne me devait rien. C'est grâce à elle que j'ai pu devenir ce que je suis aujourd'hui. » Théo leva enfin les yeux vers lui. « Vous étiez comme moi ? » ?»« Oui, peut-être pas exactement pareil, mais j'ai connu ce vide, ce moment où on se dit que plus rien ne compte, où tout le monde vous regarde avec pitié ou méfiance, où chaque promesse semble fausse. Un silence s'installa, un silence dense, habité. Puis Théo reprit « Et cette dame, elle vous a gardé avec elle ?»« Oui, elle m'a donné un toit, une école, mais surtout elle m'a laissé le temps. Elle n'a jamais exigé que je l'aime. Elle m'a juste permis d'exister à nouveau. » Théo ne répondit pas. Mais quelque chose avait bougé dans ses traits, moins de rigidité, moins de suspicion. Pierre comprit que cette conversation, bien qu'improvisée, avait ouvert une nouvelle brèche dans le mur. Le lendemain, son assistant lui remit une enveloppe contenant une trouvaille inattendue. Grâce à une recherche approfondie dans les archives sociales et administratives, il avait localisé un membre éloigné de la famille Lemoine, un oncle, frère du père, vivant dans une petite commune du Sud. Le contact avait été établi avec prudence. L'homme, âgé d'une 50aine d'années, avait été surpris d'apprendre la disparition prolongée de son frère et l'abandon des enfants. Il n'avait plus eu de nouvelles depuis des années, suite à une querelle familiale. Il n'avait jamais su que la mère de Théo était morte. Pierre demanda à le rencontrer. Il fit le trajet jusqu'au village, s'assura de la neutralité du contact. L'homme, modeste, tenait une petite quincaillerie et semblait sincèrement bouleversé par la nouvelle. Il n'avait pas de conditions, pas d'ambition, mais il déclara « Je ne suis pas riche, je ne peux pas les prendre. Mais si je peux signer quelque chose pour que vous puissiez les aider légalement, alors je le ferai. » Pierre vit là une possibilité, un lien de sang, aussi ténu soit-il, qui pouvait faciliter une procédure de tutelle ou d'accueil. Il remercia l'homme, prit ses coordonnées et retourna à Lyon le cœur plus léger. Il sentait que le passé, aussi douloureux qu'il fût, pouvait enfin cesser d'être un poids pour devenir un pont. Dans les jours suivants, il ne dit rien à Théo de cette rencontre. Il voulait attendre le bon moment, mais il savait désormais qu'il ne s'agissait plus seulement de les héberger, de les nourrir ou de les protéger. Il s'agissait de leur offrir une vie, un futur. Et pour cela, il faudrait affronter l'administration, les lois, les risques. Mais Pierre Morel, pour la première fois depuis longtemps, avait trouvé une cause qui le dépassait, et il n'avait pas l'intention de reculer. Depuis l'installation de Théo et Manon dans l'appartement discret que Pierre leur avait offert, les journées s'étaient enchaînées avec une cadence nouvelle, plus stable, presque sereine. Les enfants avaient commencé à adopter un rythme de vie plus régulier. Petit déjeuner à heure fixe, promenade dans le quartier à des moments bien choisis, dessins pour Manon, lectures improvisées pour Théo. Pierre, lui, continuait de venir quotidiennement, parfois tôt le matin, parfois en fin d'après-midi selon les besoins de ses affaires, mais aussi en fonction de ses émotions, car il le reconnaissait en silence, ses visites étaient devenues son ancrage personnel. Il avait découvert dans cette proximité quelque chose qu'aucune réussite professionnelle ne lui avait jamais apporté, une forme d'utilité concrète, immédiate, viscérale. Pourtant, malgré cette apparente tranquillité, Pierre sentait qu'un cap approchait.
Il avait franchi la ligne du simple soutien matériel. Désormais, il ne pouvait plus prétendre être un visiteur bienveillant ou un mécène discret. Il s'impliquait dans leur vie. Il était présent lors des moments de doute, attentif au silence, au moindre frémissement dans le regard de Théo, au moindre toussotement de Manon. Et cette présence constante et profonde réveillait en lui des souvenirs enfouis, des douleurs anciennes qu'il croyait depuis longtemps dissipées par les couches de réussite sociale et de solitude choisie. Un soir, alors qu'il venait de quitter l'appartement et que le froid mordait les trottoirs de Lyon, Pierre décida de marcher au hasard. Il laissa sa voiture dans une rue calme du 3e arrondissement et s'enfonça dans les ruelles de son enfance. Il n'y était pas revenu depuis des années, depuis la mort de sa mère adoptive, la seule personne qui lui avait jamais offert une vraie stabilité. Il passa devant l'école primaire où il avait appris à lire, le square où il s'était battu avec d'autres enfants pour défendre un ballon crevé, la boulangerie dont les vitrines n'avaient pas changé. Il s'arrêta devant un immeuble décrépit, reconverti en logements sociaux. Là, au 3e étage, avait vécu le petit Pierre, celui qu'un jour une femme au regard doux avait recueilli parce qu'elle avait deviné, derrière les silences et les rages d'enfants abandonnés, un potentiel encore intact. Il resta là un long moment, les mains dans les poches, observant les fenêtres sombres. Ce qu'il ressentait n'était ni nostalgie, ni douleur pure. C'était une forme de reconnaissance, mêlée à une culpabilité lente. Il avait fui ses souvenirs pendant trop longtemps. Il avait bâti des murs de verre et d'argent autour de lui, pour ne plus avoir à y penser. Mais Théo avait rouvert cette porte sans le vouloir, simplement par sa présence, par sa rage muette de protéger ce qui restait de sa famille. De retour chez lui, Pierre resta debout devant le miroir du salon. Il se regarda longtemps, ses traits tirés, les premières rides au coin des yeux, la fatigue dans son regard. Il se vit tel qu'il était vraiment, un homme riche, seul, qui n'avait jamais voulu d'enfant parce qu'il avait trop souffert d'en être un abandonné. Et pourtant, c'était vers cet abandon qu'il revenait maintenant, avec une clarté douloureuse. Il ne fuyait plus, il comprenait. Et ce qu'il comprenait le plus, c'était que son implication auprès de Théo et Manon n'était plus un geste de compassion ou de bienfaisance. C'était un acte de réciprocité. Il ne les aidait pas pour les sauver. Il les aidait pour réparer, pour rétablir un équilibre invisible, un fil rompu dans le tissu de sa propre histoire. Le lendemain, il retourna à l'appartement avec un sentiment différent. Il ne se contenta pas de déposer les courses, ni de discuter quelques minutes avec Théo. Il resta longtemps, partagea le repas, regarda un dessin animé avec Manon, raconta même une histoire qu'il aimait enfant. Le soir venu, alors que les enfants étaient au lit, Théo, dans l'obscurité du salon, murmura « Vous restez ce soir ?» Pierre hésita, surpris. Il n'avait jamais dormi ailleurs que dans son propre lit depuis des années. Mais sans vraiment réfléchir, il hocha la tête. « Oui, si tu veux. » Il s'installa sur le canapé, mit une couverture sur lui, écouta le silence de l'appartement. Ce silence n'était pas vide. Il était plein de présence. Il sentit pour la première fois depuis longtemps qu'il n'était pas seul. Pas totalement. Le jour suivant, il contacta son avocat. Il lui parla de manière directe, sans détour, du cas de Théo et Manon. Il expliqua qu'il ne voulait pas les confier à l'administration, qu'il ne souhaitait pas passer par les circuits classiques d'adoption ou de placement. Il voulait assumer personnellement leur avenir, sans pour autant les enfermer dans une structure qui leur imposerait une séparation ou une bureaucratie déshumanisante. L'avocat, d'abord prudent, admit que la situation était complexe. Sans lien de parenté, sans décision judiciaire, Pierre ne pouvait pas prétendre à une garde officielle. Mais il y avait des pistes. Une délégation d'autorité parentale temporaire, par exemple, si un membre de la famille existante acceptait de la transférer. Et c'est alors que Pierre pensa au fameux oncle retrouvé quelques jours plus tôt. Il recontacta l'homme, lui expliqua la situation avec honnêteté. L'oncle, touché, accepta immédiatement de signer les documents nécessaires. Il ne voulait pas s'occuper des enfants, mais il comprenait qu'un homme comme Pierre, malgré l'étrangeté de sa démarche, leur offrait une chance réelle. Il déclara même qu'il se tiendrait prêt à témoigner de son appui si besoin. Ce soutien légalement modeste mais symboliquement immense changea la donne. Pierre pouvait désormais entamer des démarches de prise en charge temporaire avec l'appui d'un membre de la famille biologique. Il n'était pas encore leur tuteur officiel, mais il devenait un tuteur de fait. Et cela lui suffisait, car ce qu'il voulait, au fond,
Ce n'était pas posséder ses enfants, ni devenir leur père de substitution. Ce qu'il voulait, c'était leur offrir ce qu'on lui avait un jour offert, la possibilité de grandir en sécurité, à leur rythme, avec leurs douleurs et leurs rêves. Quand il annonça la nouvelle à Théo, le garçon ne répondit pas tout de suite. Il regarda Pierre avec son regard profond, indéchiffrable. Puis il demanda simplement « Et après, qu'est-ce qui se passe pour nous ?» Pierre répondit sans détour « Après, c'est vous qui décidez. Vous grandissez, vous vivez, et moi, je reste là. Aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Théo ne dit rien. Mais pour la première fois, il posa sa main sur celle de Pierre, un geste simple, mais qui valait plus que tous les discours. C'était le reflet, dans ce petit contact, d'un miroir ancien que Pierre avait enfin osé regarder. Et cette fois, il n'y avait plus de fuite, seulement une avancée, partagée. Le mois d'avril s'était installé avec sa lumière claire et ses promesses de renouveau. Les arbres, que l'hiver avait laissés nus, s'habillaient lentement de jeunes feuilles, et l'air portait l'odeur presque imperceptible des choses qui commencent. Pour Pierre, cette transition de saison ne passait pas inaperçue. Chaque changement, aussi infime soit-il, résonnait désormais avec une intensité nouvelle, comme si les événements récents avaient recalibré sa perception du monde. Depuis plusieurs semaines, sa vie avait pris un rythme qu'il n'avait jamais imaginé. Partagé entre les conseils d'administration et les devoirs d'un engagement silencieux envers 2 enfants qui, sans le vouloir, avaient bouleversé son existence. Manon avait retrouvé une énergie douce. Ses joues avaient repris des couleurs. Ses gestes étaient moins hésitants, et elle avait développé une petite routine pleine de tendresse. Se lever avec les premiers rayons, dessiner à la fenêtre pendant que Théo préparait le petit déjeuner, attendre avec impatience les visites de Pierre. Quant à Théo, s'il restait prudent, il laissait paraître par moments fugaces une forme de relâchement. Moins de tension dans ses épaules, plus de curiosité dans ses questions et même parfois un sourire à demi esquissé. Mais derrière ce mieux, Pierre sentait une inquiétude sourde, toujours présente. Une peur que tout cela ne soit que temporaire. Un après-midi, alors que Manon faisait la sieste et que le salon baignait dans une lumière dorée, Pierre s'assit près de Théo. Il avait longuement réfléchi. Ce qu'il allait proposer dépassait tout ce qu'il s'était autorisé jusque-là. Ce n'était plus un soutien, ni même une présence rassurante. C'était un pas vers l'irréversible. Mais il savait qu'il ne pouvait plus tourner autour du sujet. Pas après ce qu'ils avaient traversé. Pas après les gestes partagés, les silences acceptés. Il prit une inspiration discrète. « Théo, j'aimerais te parler d'un projet. Rien n'est décidé. C'est toi qui auras le dernier mot. Toi et Manon. » Le garçon, assis à la table, les bras croisés, hocha la tête sans répondre. Il attendait. Pierre poursuivit, les yeux fixés sur le sol pour ne pas donner l'impression d'imposer quoi que ce soit. « J'ai pensé que vous pourriez vivre chez moi, pas comme des invités, pas comme une famille d'accueil, juste comme une famille. Moi, toi, Manon, ensemble. » Le silence tomba comme une nappe d'eau froide. Théo ne réagit pas immédiatement. Il resta figé, ses yeux cherchant quelque chose dans les gestes de Pierre. Peut-être une faille, une ironie, une arrière-pensée. « Vous voulez qu'on vienne vivre chez vous ?» répéta-t-il d'une voix neutre. « Oui, pas de façon officielle pour l'instant. Pas d'adoption, pas d'institution. Juste que vous ayez un toit stable, un endroit où vous n'avez plus à vous cacher, où Manon pourrait aller à l'école, où tu pourrais, si tu veux, apprendre des choses, rencontrer d'autres enfants. Et surtout, où vous seriez libre. » Théo cligna des yeux, comme pris de court par la simplicité de l'offre. Puis il se leva, fit quelques pas dans la pièce, les bras pendants. Il semblait chercher ses mots. « Et si un jour, vous changez d'avis, si vous décidez que c'est trop compliqué ou que vous ne voulez plus ?» Pierre se leva à son tour, s'approcha doucement. « Je ne vous prends pas pour vous modeler à mon image. Je vous propose un refuge, une maison. Je ne changerai pas d'avis, Théo. Ce n'est pas une faveur, c'est un choix. Je vous choisis, comme vous êtes. » Le garçon sembla désarçonné. Il regarda la chambre où dormait sa sœur, puis le visage de Pierre. Il y avait dans son regard un mélange de peur et de désir qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. L'envie de dire oui, mêlée à la crainte de perdre encore. Finalement, il murmura « Si on vient, c'est tous les deux. Et vous promettez qu'on ne nous séparera jamais ?» Pierre s'agenouilla lentement pour se mettre à sa hauteur. « Je te le promets. »
Personne ne vous séparera. Pas tant que je serai là. Théo acquiesça lentement. Pas un oui franc, pas une adhésion immédiate, mais un mouvement de tête qui disait assez. Il était prêt à essayer. Les jours suivants furent consacrés à la préparation de ce nouveau chapitre. Pierre demanda à son équipe de réaménager une partie de sa maison pour créer un espace distinct, chaleureux, rien d'ostentatoire. Il voulait que les enfants se sentent chez eux, pas dans un musée de luxe. 2 chambres furent réagencées, une salle de jeu aménagée et un coin lecture installé près de la véranda. Il demanda aussi à un pédopsychiatre de confiance de lui conseiller des lectures, des approches éducatives non invasives pour ne pas reproduire les erreurs des institutions. Il ne voulait pas être un remplaçant, encore moins un sauveur. Il voulait être une présence fiable, constante. Enfin, il aborda la question de l'école avec Théo. Le garçon, d'abord réticent, accepta à condition que Manon soit scolarisée dans le même établissement. Pierre contacta une petite école privée, aux effectifs réduits, ouverte aux projets atypiques. Grâce à ses appuis et à une sincérité désarmante dans son récit, il obtint une dérogation temporaire pour un accueil progressif, sans pression. La veille du déménagement, Théo demanda à Pierre « Et si ça marche pas ?» Pierre lui répondit avec douceur « Alors on en parlera. Et on trouvera une autre solution. Mais on essaiera ensemble. » Le lendemain, le changement eut lieu sans cérémonie. Une voiture banalisée, quelques sacs, les dessins de Manon soigneusement rangés dans une chemise. À leur arrivée, la fillette courut immédiatement vers la salle de jeu, émerveillée par les livres, les coussins, les couleurs. Théo, plus réservé, fit le tour des pièces, vérifiant les fenêtres, les serrures, les armoires. Pierre le laissa faire. Il savait que ce rituel de vérification était sa manière à lui de prendre possession du lieu. Le soir, alors que les enfants étaient recouchés, Pierre s'assit seul dans le salon. Il ne ressentait ni euphorie ni crainte, mais une forme de calme profond. Il avait proposé ce que jamais il n'avait osé offrir à qui que ce soit. Un engagement sans garantie, un foyer sans condition. Il savait que tout restait fragile, que la moindre faille pouvait tout faire basculer. Mais pour la première fois, il n'était plus dans le contrôle. Il était dans le don, et ce don inestimable l'avait changé bien plus qu'il ne l'aurait cru. Le lendemain de l'installation de Théo et Manon chez Pierre, la maison semblait déjà habitée d'un souffle nouveau. Les couloirs, autrefois silencieux et ordonnés, étaient maintenant traversés par les pas légers de Manon, les voix étouffées des dessins animés en fin de matinée, les murmures prudents de Théo, qui observait tout avec cette vigilance mêlée de curiosité que Pierre connaissait bien désormais. L'atmosphère n'était pas encore celle d'un foyer pleinement établi, mais elle n'avait plus rien à voir avec la froideur impersonnelle des débuts. C'était un entre-deux fragile, construit sur la confiance naissante, sur le respect mutuel, sur une promesse encore fragile mais tenue. Rester ensemble. Pierre avait cru, à tort, que l'installation physique serait l'étape la plus délicate. Il pensait que le vrai défi serait d'apprivoiser les enfants, de gagner leur confiance, d'instaurer un quotidien fonctionnel. Il n'avait pas anticipé que les complications les plus coriaces surgiraient ailleurs, dans les arcanes de l'administration, dans les filets serrés de la loi. Cela commença par une visite anodine d'un agent des services sociaux, venu vérifier une information anonyme sur un hébergement non déclaré de mineurs. Pierre accueillit l'homme avec calme, certain que ses précautions avaient suffi à couvrir sa démarche. Mais il comprit très vite que les rumeurs circulaient vite, surtout lorsqu'un homme connu pour sa discrétion brisait soudain ses habitudes en prenant sous son aile 2 enfants sans aucune procédure officielle. L'agent, courtois mais ferme, demanda à voir les enfants. Pierre refusa, arguant du droit à la vie privée, mais il sentit le regard du fonctionnaire s'assombrir. L'entretien, bien que bref, sonna comme une alerte. Sans reconnaissance légale, sa position était fragile. Trop fragile. Dès le lendemain, il convoqua son avocat. Le dossier était clair. Sans filiation, sans adoption, sans délégation de l'autorité parentale par un tuteur légal reconnu, Pierre n'avait aucun droit sur Théo et Manon. Il ne pouvait pas les scolariser à long terme, ni les inscrire à des soins médicaux sans autorisation expresse. Pire, les services sociaux, désormais informés, avaient le pouvoir d'intervenir à tout moment pour protéger les enfants, selon les termes de la loi. « Vous risquez qu'ils soient se retirer et placés dans un foyer », avait dit l'avocat. « Même si vous avez de bonnes intentions, même si les enfants sont heureux ici, la loi ne reconnaît pas votre lien. »
Pierre resta silencieux un long moment, les mains jointes sur le bureau en bois massif. Il fixait un point invisible au-delà de la fenêtre, là où le ciel semblait déjà se charger de nuages. « Il doit bien y avoir un moyen », souffla-t-il enfin. L'avocat hocha lentement la tête. « Il y a toujours des moyens, mais ils sont risqués, longs et imprévisibles. » Pierre savait qu'il ne pouvait pas risquer une telle incertitude. Il avait vu Théo trembler à l'idée d'un éloignement. Il avait entendu les cauchemars de Manon, des pleurs nocturnes qui ne se calmaient que lorsqu'elle serrait fort la main de son frère. Il n'était pas question de les remettre entre les mains d'un système qui, aussi bienveillant soit-il dans son intention, les aurait séparés ou soumis à une rotation de familles d'accueil incapables de comprendre leur histoire. Il repensa à l'oncle, ce parent retrouvé dans le sud qui s'était montré coopératif. Il décida de l'appeler sans détour pour lui exposer la situation. « J'ai besoin de votre aide », dit-il simplement, « pour que ces enfants puissent rester ensemble. Pour qu'ils puissent rester en sécurité. Il faut que vous soyez même sur le papier leur tuteur légal, juste le temps que je puisse régulariser tout ça. » L'homme, un peu dépassé par l'ampleur de la demande, hésita. Il n'était ni préparé ni particulièrement à l'aise avec les démarches administratives. Mais il accepta. Il se rendit à Lyon pour signer une déclaration notariale de délégation volontaire de l'autorité parentale, désignant Pierre comme responsable légal des 2 enfants. Ce document, bien que temporaire et sujet à validation par un juge, offrait une première protection contre toute tentative de placement immédiat. Pierre déposa le dossier au tribunal de la famille en urgence, accompagnant sa demande d'une lettre rédigée de sa main sans jargon, dans un style sobre et direct. Il y parlait de son engagement, de la situation des enfants, de l'histoire qu'ils avaient à partager. Il ne cherchait pas à émouvoir, mais à témoigner. L'audience fut fixée à 1 semaine plus tard. En attendant, le climat s'alourdit. Les visites impromptues des services sociaux devinrent plus fréquentes. On demandait à voir les lieux de vie, à s'entretenir avec les enfants, à interroger Pierre sur ses intentions à long terme. Chaque jour, il devait jongler entre ses responsabilités professionnelles et cette vigilance constante, ce combat invisible contre une machine administrative qui ne reconnaissait ni les liens du cœur, ni les promesses muettes. Théo, bien que peu informé des détails, sentait le danger. Il interrogea Pierre un soir dans la cuisine, alors que Manon jouait sur le tapis du salon. « Ils veulent nous reprendre ?» Pierre ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha, posa une main sur son épaule. « Je fais tout pour que ça n'arrive pas, je te le promets. » Théo hocha lentement la tête, il ne posa pas d'autres questions. Mais ce soir-là, il dormit près de sa sœur, sur le tapis, comme pour garder une distance minimale entre eux. Pierre, en le regardant ainsi, sentit en lui une rage froide. Il ne laisserait pas la peur reprendre le dessus. Pas maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient déjà traversé. Le jour de l'audience arriva. Pierre s'y rendit seul, vêtu d'un costume sombre sans cravate. Il se tenait droit devant le juge, accompagné de son avocat et du notaire qui avait authentifié la signature de l'oncle. Face à lui, une représentante des services sociaux, polie mais inflexible, plaidait pour un encadrement plus rigoureux de la situation. L'échange fut tendu, long, parfois technique. Mais Pierre ne flancha pas. Il parla avec calme, détailla chaque étape, chaque décision, chaque document. Il n'implora pas. Il expliqua. À la fin, le juge demanda une pause, puis annonça qu'une décision provisoire serait rendue le lendemain. Cette nuit-là, Pierre ne dormit pas. Il resta assis dans le salon, regardant les 2 chambres fermées où les enfants dormaient. Il n'était pas religieux, mais il se surprit à murmurer une prière simple, silencieuse, adressée à rien d'autre qu'à la vie elle-même. Qu'elle leur accorde cette chance, ce répit, cette continuité. Le matin suivant, un courrier officiel fut déposé chez lui. Le juge, à titre exceptionnel, acceptait la délégation temporaire de l'autorité parentale à Pierre Morel jusqu'à nouvel examen dans 3 mois. Les enfants pouvaient rester sous son toit, ensemble, officiellement. Pierre s'assit sur une chaise, relut la lettre 2 fois, puis il ferma les yeux. Ils étaient à l'abri, pour l'instant. Mais cette victoire, aussi précieuse soit-elle, n'était qu'un pas. Car désormais, il devait penser à ce que signifiait un toujours, et s'il était prêt à le construire, jour après jour, avec eux, pour eux. Depuis la validation temporaire de la délégation parentale par le tribunal, une forme de calme s'était installée dans la maison de Pierre. Calme fragile,
encore sous tension mais réelle. Les visites des services sociaux s'étaient espacées, réduites à des vérifications mensuelles. L'école avait accepté d'intégrer Manon à mi-temps, en douceur dans un cadre bienveillant, tandis que Théo, sur recommandation d'un pédagogue indépendant, suivait un programme personnalisé à domicile, mêlant apprentissage classique et activités manuelles. Pierre, soulagé mais conscient de la précarité du dispositif, profitait de chaque jour pour solidifier cette nouvelle réalité, brique par brique. Ce quotidien réinventé, s'il avait d'abord été marqué par la prudence et la distance, s'imprégnait peu à peu de gestes simples et de présences évidentes. Manon, de nature curieuse et affectueuse, avait rapidement trouvé sa place. Elle avait adopté Pierre comme une figure stable, sans pour autant l'appeler autrement que par son prénom. Elle dessinait des maisons avec 3 personnages, partageait des histoires sans queue ni tête, et parfois, sans prévenir, venait se blottir contre lui sur le canapé. Théo, plus lent à s'ouvrir, avait néanmoins laissé tomber peu à peu ses murailles. Il aidait à préparer le dîner, demandait parfois l'avis de Pierre sur des choix de lecture, et un soir, l'avait même invité à écouter une chanson qu'il avait découverte seul sur la tablette. Mais derrière ces signes de stabilité apparente, Pierre savait que le compte à rebours avait commencé. 3 mois. C'était le délai fixé par le juge pour réévaluer la situation. 3 mois pour prouver que cet arrangement n'était pas une lubie de milliardaire, ni une tentative de charité mal calibrée, mais un projet de vie durable. Il ne suffisait plus d'aimer ses enfants, ni de leur offrir un toit. Il fallait convaincre une administration méfiante, un système qui ne croyait qu'aux structures établies, aux protocoles, aux cadres rigides. Il fallait donner des gages. Pierre, loin de se décourager, adopta une méthode rigoureuse. Il fit appel à une éducatrice spécialisée, discrète et expérimentée, qui viendrait 2 fois par semaine observer les enfants, leur proposer des activités adaptées, rédiger des rapports. Il engagea également un conseiller juridique pour bâtir un dossier solide, rassemblant les preuves du bien-être des enfants, bilans médicaux, témoignages scolaires, comptes rendus psychologiques. Tout cela sans jamais forcer Théo ni Manon, toujours en expliquant, en demandant leur accord. Un matin, alors que la ville s'éveillait lentement sous un ciel blanc, Pierre reçut un appel inattendu. Son avocat, voix grave, lui annonça que les services sociaux comptaient déposer une demande d'examen plus approfondie de la situation. Officiellement, il s'agissait d'un simple contrôle de routine. Officieusement, certains membres du Bureau de la protection de l'enfance restaient sceptiques quant à la capacité d'un homme seul, non marié, sans expérience éducative directe, à accueillir durablement 2 enfants en situation de vulnérabilité. Une audience informelle était prévue dans 10 jours. Pierre, loin de se laisser abattre, considéra cette épreuve comme un passage obligé. Mais il comprit également que le système ne se contenterait pas de constats positifs. Il avait besoin d'un argument décisif, d'un acte concret, indiscutable, capable de verrouiller la situation. Ce fut alors que l'idée de réactiver la piste de l'oncle refit surface. Il prit le train pour le sud, cette fois sans prévenir. Il trouva l'homme dans sa quincaillerie, l'air fatigué, mais toujours bienveillant. Après quelques échanges, Pierre lui demanda une faveur audacieuse. Signer une attestation notariée dans laquelle il délègue expressément non seulement l'autorité parentale temporaire, mais également la possibilité pour Pierre d'initier une procédure de garde durable, avec appui familial. L'homme, d'abord réticent, accepta en comprenant les enjeux. Il déclara ne pas pouvoir accueillir les enfants, mais réaffirma sa confiance pleine et entière en Pierre. Ce document, rédigé dans les jours suivants, signé, daté et légalisé devant notaire, constitua le pivot de la nouvelle stratégie juridique. L'avocat de Pierre le présenta comme une preuve de lien familial reconnu, une délégation volontaire, complète, appuyée par un membre de la famille biologique. Ce geste rare eut un effet immédiat. L'audience informelle fut maintenue, mais la demande d'examen prolongée fut suspendue, dans l'attente de l'analyse du nouveau dossier. Lors de la rencontre, Pierre s'exprima calmement, avec une sincérité désarmante. Il parla de Théo, de son intelligence farouche, de sa capacité à lire l'intention d'un regard. Il évoqua Manon, de sa douceur, de sa résilience. Il raconta les premiers jours, les silences, les terreurs nocturnes, les sourires fragiles. Il n'essaya pas de convaincre, il se contenta de dire la vérité. Le responsable du bureau, un homme au visage impassible, le remercia sans commenter. Les jours suivants furent interminables.
Chaque courrier, chaque appel, chaque déplacement devenait une source d'angoisse. Mais Pierre tenait bon. Pas pour défendre un principe, pour protéger une promesse. Enfin, un matin, il trouva dans sa boîte aux lettres un pli officiel. Il l'ouvrit avec des mains calmes. Le tribunal, au vu des pièces apportées, de la coopération du parent biologique retrouvé et de l'évolution constatée des enfants, confirmait la délégation prolongée de l'autorité parentale à Pierre Morel avec possibilité d'extension indéfinie sous réserve de contrôle annuel. Il ne cria pas. Il ne pleura pas. Il s'assit simplement à la table du salon et respira longuement. Le soir venu, il rassembla les enfants autour d'un gâteau au chocolat que Manon avait aidé à préparer. Il les regarda, l'un concentré à couper les parts avec application, l'autre riant d'avoir du glaçage sur les doigts. Il leur raconta l'histoire d'un homme qui avait un jour perdu tout ce qu'il croyait important, puis qui avait retrouvé l'essentiel dans une question posée au coin d'une rue. Il ne leur parla pas des procédures, ni des signatures, ni des juges. Il leur dit simplement « Vous êtes chez vous, pour de bon ». Et dans ce silence qui suivit, dans cette respiration suspendue, dans ses yeux levés vers lui sans crainte, il comprit que la victoire ne résidait pas dans la loi ni dans les papiers. Elle était là, dans le fait d'être trois, ensemble, malgré tout, pour toujours. Le printemps s'était désormais installé pleinement sur Lyon. Les arbres des avenues principales étaient couverts de feuillage dense, les terrasses des cafés débordèrent de conversations et les jours s'allongeaient doucement, portant cette promesse discrète que l'hiver ne reviendrait pas de sitôt. Chez Pierre, cette lumière nouvelle se ressentait dans chaque pièce. Il n'y avait plus d'ombre dans les couloirs, plus de silence méfiant ou de soupirs inquiets. La maison était habitée d'un rythme naturel, un souffle lent et sûr, né de la confiance qui, lentement, s'était installée entre trois êtres qui ne se cherchaient plus de raison d'être ensemble. Ils l'étaient, simplement. Théo s'était métamorphosé. Sans qu'il en ait conscience, sa posture avait changé, son regard s'était adouci. Il ne vérifiait plus chaque serrure le soir venu. Il ne dormait plus sur le tapis, mais dans un lit qu'il appelait le mien, sans hésitation. Il avait commencé à aider Manon avec ses devoirs, à lire des livres que Pierre lui ramenait chaque semaine, à poser des questions sur le monde, sur les étoiles, sur l'histoire des grands explorateurs. Il n'évitait plus les adultes, mais les observait avec attention, comme pour comprendre ce qu'on pouvait attendre d'eux quand on ne les craignait plus. Manon, quant à elle, était une lumière. Chaque matin, elle chantait sans même s'en rendre compte, alignait ses jouets en colonnes rigoureuses, dessinait des scènes de la maison avec un soin presque architectural. Elle parlait beaucoup à Pierre, l'interrogeant sur sa journée, sur ses goûts, sur son enfance. Elle lui racontait aussi ses rêves, dans lesquels elle était pilote d'avion ou vétérinaire de dragon. Elle n'utilisait jamais le mot « papa », mais le Pierre qu'elle lançait avec joie suffisait à créer une filiation singulière, choisie, indiscutable. Pierre lui-même n'était plus tout à fait le même. Il avait allégé son emploi du temps, délégué plus de responsabilités à ses associés, cessé d'assister à certains dîners mondains qu'il jugeait autrefois indispensables. Il passait désormais ses fins d'après-midi à la maison, entre les devoirs de Théo, les jeux de société improvisés, les repas partagés. Il avait appris à cuisiner quelques plats simples, à répondre à des questions d'enfants sans détour, à consoler sans expliquer. Il avait appris à être là, vraiment. Un jour, l'école de Manon organisa une petite foire scientifique. Chaque enfant devait présenter un projet réalisé à la maison. Manon, décidée à impliquer Théo dans l'aventure, lui proposa de construire une maquette de système solaire. Théo accepta avec enthousiasme et les deux passèrent plusieurs soirées à découper, peindre, suspendre des planètes en polystyrène au-dessus d'un vieux panneau en bois. Pierre les observait de loin, les yeux brillants, se gardant bien d'intervenir. Il avait compris que certaines constructions ne nécessitaient ni outils, ni expertise, juste du temps, du calme et de l'écoute. Le jour de la foire arriva. L'école était pleine de parents, d'enseignants, d'élèves surexcités. Pierre s'y rendit en fin de matinée, vêtu simplement, sans escorte ni formalité. Il resta en retrait, comme toujours, préférant laisser les enfants occuper le devant de la scène. De loin, il vit Manon, fière dans sa robe bleue, expliquer aux visiteurs le fonctionnement de son système solaire avec des gestes amples et des mots pleins d'assurance. Théo, debout à côté d'elle, rectifiait parfois une information,
ajoutait une précision, riait même quand Manon l'appelait professeur Théo. À ce moment précis, Pierre sentit quelque chose se refermer en lui, pas une fin, plutôt une boucle qui se complétait. Il revit, l'espace d'un instant, le petit garçon silencieux qu'il avait croisé des semaines plus tôt, assis sur un trottoir, demandant où acheter de la nourriture pour sa sœur. Il revit l'immeuble délabré, les couvertures fines, les regards méfiants. Et il comprit que ce chemin, commencé dans l'ombre d'une ville indifférente, avait conduit à cette salle pleine de rires et de lumière. Il ne s'agissait pas d'un miracle, juste d'un enchaînement de gestes, de choix, d'hésitations surmontés. Et au bout, il y avait cette scène, cette fraternité entre Théo et Manon, ce regard qu'ils échangeaient avec la certitude d'avoir traversé l'impossible. Après la présentation, alors qu'ils marchaient lentement vers la sortie, Manon, tenant la main de Pierre d'un côté et celle de Théo de l'autre, s'arrêta subitement. « C'était bien, hein ?»« Oui, » répondit Théo. Pierre sourit. C'était parfait. Et sans que personne ne dise rien de plus, ils reprirent leur chemin. Ils n'avaient pas besoin de mots pour comprendre ce qu'ils étaient devenus. Une famille. Pas une famille au sens traditionnel, mais une constellation singulière bâtie sur des ruines, sur des hasards et des choix. Une constellation comme celle que Théo et Manon avaient suspendue au-dessus de leur maquette, avec des orbites, des distances, des liens invisibles mais puissants. Pierre, ce jour-là, ne regretta rien. Ni les risques, ni les nuits sans sommeil, ni les démarches absurdes. Il avait trouvé dans cette aventure une réponse à une question qu'il n'avait jamais osé formuler. Que faire de sa vie quand tout semble déjà accompli? La réponse tenait en peu de mots prononcés un soir, dans une rue quelconque, par un garçon à la voix calme. « Monsieur, où puis-je acheter de la nourriture pour ma petite sœur ?» Et c'est ainsi que tout avait commencé.